est enseignante, conseillère, conférencière, historienne et auteure prolifique ayant plus de 50 titres à son actif. Nous la recevons aujourd'hui pour discuter de son dernier roman, L'Infâme, et d'une toute dernière petite surprise aussi. Bonjour Josée. Bonjour Josée. Bienvenue à l'émission. Merci, c'est gentil de m'avoir invitée. C'est un plaisir. C'est une belle surprise, ce troisième tome de La Marche des nuages, qui en fait est encore sous presse au moment où on se parle. Oh, elle est même en révision linguistique. On est encore à retravailler le tome 3. Alors, ça va être sous presse probablement en septembre ou en août, je ne sais pas, mais ça va être en sortie en octobre. Et est-ce que c'était prévu au départ qu'il y ait un troisième tome? Au départ, non. Il y avait eu un contrat de 2 tomes. Oui. Et après lecture, à un moment donné, mon mari a fait de la lecture en août dernier et à la fin, il a lancé le livre et il a fait « ça se peut pas terminer comme ça, faudrait qu'on ait un troisième tome ». Plusieurs lecteurs me l'avaient dit. Alors, j'ai donc contacté la maison d'édition et là, on m'a dit « oui, pourquoi pas, on te donne le mandat ». Parfait. Alors, ça a été un marathon d'écriture de 2 mois. De 2 mois seulement? De 2 mois pour 350 pages. C'était quelque chose. Donc, les personnages étaient encore très présents? Très présents et très percutants encore, parce que là, on va retrouver donc un personnage qui a perdu la vue, qui est devenu aveugle et qui, nécessairement, ça se passe 13 ans après. Alors, tout ce que ça comporte de difficultés à vivre, de mal d'être, de mal de vivre, et qui occasionne, bien entendu, le mal de vivre de Flore et des autres personnages aussi. Qui rayonnent autour. Oui. Et d'ailleurs, ça débute par un grand secret, ce troisième tome. On apprend là, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées avant. Et au fil de la lecture, on comprend bien que les 2 personnages principaux, en fait, qu'on a connus dans le tout premier tome, Oui. ont partagé bien des choses. Il y a eu une histoire d'amour entre Edwina et Damas. Et Damas, oui. Et de cet amour-là a résulté nécessairement un enfant qui est illégitime. En tout cas, finalement, un enfant qui n'est pas celui qu'on pense, dont on pense que le vrai père, c'est pas celui-là. Mais bref. Oui, Alors, il y a Flore aussi. Flore qui traîne toujours cette espèce d'obsession, de possession d'un autre personnage qui va revenir aussi dans le 3e tome. On parle de Gabrielle. Oui, parce qu'elle a laissé sa vie aux États-Unis, elle a laissé, suivi Damas, ouais, et elle est venue s'installer ici, mais il y a un petit quelque chose avec elle qui fait que son adaptation, son intégration ne s'est pas faite facilement. Elle aurait presque préféré que Damas meure. Parce qu'il faut se placer aussi dans la peau de ce personnage-là qui... Écoute, comment on vivrait, nous, avec un être... tu sais, dans le fond, on parle des aidants naturels, mais c'est pas facile, les aidants, surtout si ton personnage, ton mari est aveugle, presque impotent, qui est aphasique à un certain moment donné. Alors, on se retrouve à découvrir une Flore qui, bien qu'elle ait une fille, que ce soit son rayon de soleil, sa raison de vivre, va être obligée d'aller chercher ailleurs une passion. Parce que c'est une fille passionnée, hein. Faut pas oublier que Flore, c'est vraiment une passionnée à mort dans la vie. Elle n'est pas comme la plupart des femmes canadiennes-françaises qui sont soumises à leur mari, et qui ne sont pas capables de gérer. Là, de toute manière, elle est obligée, elle, de gérer un petit peu sa vie. Elle a un mandat clair, c'est-à-dire que c'est elle qui gère tout parce que son mari ne peut rien faire. Par le fait même, c'est ça, ça retombe sur ses épaules à elle. Tout à fait. Et on découvre aussi, il y a de nombreuses références historiques. Vous parlez, là, je vérifie pour ne pas dire des faussetés, mais la crise de 1929, l'entente Ottawa-Québec pour l'aide aux chômeurs, oui. La construction de la Transcanadienne, la présentation des films au Théâtre Saint-Denis, c'est foisonnant. C'est intéressant, hein, tout ce qu'on peut apprendre, parce que moi, la route transcanadienne, on l'emprunte assez régulièrement, l'autoroute Jean-Lesage, je ne sais pas pourquoi. Absolument. Alors, c'était vraiment pour éviter le chaos, parce qu'il y avait tellement de chômeurs, tellement de sans-abri aussi qui commençaient, donc il fallait donner, et les 3 paliers de gouvernement se sont regroupés pour donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun des ordres de gouvernement c'était les municipalités, c'est encore comme aujourd'hui, c'était les municipalités qui devaient d'abord défrayer, ensuite c'était le provincial, le fédéral finissait toujours par donner quelque chose. Là. Mais les bonnes idées partaient de haut, mais commençaient du bas, tu sais. Mais ça, c'était intéressant. Il y avait aussi toute la situation de la femme avec les casse-grains, etc., etc. C'était vraiment une année, une période très foisonnante. Oui, puis il y a certains de vos personnages, justement,
qui se disent qu'enfin, il y a pas grand-chose, les choses ne changent pas vite. Parce qu'elles voudraient avoir plus de reconnaissance, qu'on leur laisse plus de place. Et Oui. malgré tout ce qu'on dit, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Non. Pendant la guerre, les femmes avaient beaucoup plus de liberté. Une fois que les hommes sont revenus au bercail, on se rappelle les pérégrines de la célèbre trilogie française. Quand les hommes allaient en croisade puis revenaient, bien, les femmes avaient maintenu le pays à bout de bras. Puis bon, les hommes revenaient, ils défaisaient tout, mais bref. Est-ce que on sait que vos personnages vieillissent. Bien sûr que c'est déjà passé 13 ans, il se passe plein de choses. Et il y a des personnages qui disparaissent. Est-ce que c'est difficile en tant qu'auteur de laisser partir ces personnages? Oui, je l'ai vécu une première expérience après avoir travaillé pendant 10 ans sur une saga de Jacques Cartier. Lorsqu'il est venu pour les 3 voyages. Et ça fait quand même un petit bout de temps. Et une journée que j'étais assise sur le patio chez moi, mon mari est arrivé en après-midi, je pleurais, il dit « Mon Dieu, il y a quelqu'un qui est mort. » J'ai dit « Oui, Jacques Cartier. » Alors, ça a été pour moi un deuil, parce qu'on vit avec ces gens-là, on ressent, dans le fond, on ressent ce qu'ils devraient ressentir. Mais oui, c'est un fait que quand on a à faire un deuil de nos personnages. La surprise dont je parlais tout à l'heure, c'est ce livre tout fraîchement sorti des presses sur Mary Travers. Donc, Madame Bolduc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette œuvre-là? Madame Bolduc, c'est une commande finalement que j'ai eue de la maison d'édition Lisatis. J'avais présenté un autre projet qui était sur Agnès de Saint-Père, une dame qui a vraiment inventé l'étoffe québécoise, l'étoffe canadienne, parce qu'en 1704, il y avait eu des corsaires qui avaient arraisonné finalement des bateaux français et il y avait nécessairement plus de tissu, plus de vêtements. Donc, pendant 1 an, le Québec a été sans tissu. Alors, j'avais présenté Agnès de Saint-Père et là, Mme Angèle Delaunoy m'a mentionné, elle dit « Écoute, c'est un bon roman, sauf qu'il n'y a pas d'actualité, il faudrait qu'on soit un petit peu plus d'époque. » Alors, ceci dit, elle m'a dit « Pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas la Bolduc? » J'ai dit « Ah, OK. » Alors, j'ai fait mes recherches. Et ça a donné ce petit livre-là. On a beaucoup de restrictions, par contre, au niveau des illustrations et tout, parce que la descendante de Mme Bolduc ne veut pas céder de droits d'image. Mais on découvre quand même des faits étonnants de cette femme étonnante également. C'est une femme particulière, mais à la fois, elle était traditionnaliste dans l'âme, parce que dévouée à sa famille, à ses enfants. Tout le temps. Mais par des concours de circonstances, son mari a été handicapé par une chirurgie mal faite. Alors, il s'est retrouvé à être à la maison. Donc, elle a dû pourvoir, parce qu'on est encore dans les mêmes périodes de misère et de disette de 1929-30. Alors, elle est obligée, elle, de prendre ça en main, mais c'était... Moi, je pourrais dire que c'était une travaillante, là. On appelle ça workaholic, là, mais elle avait besoin toujours de faire quelque chose. Bien, je suis certaine qu'on va en apprendre davantage sur la vie de cette femme. Elle est très sympathique, mais soumise de sa façon. Bien, merci, Josée, pour cette belle entrevue. Mais oui, c'est déjà tout. Ça a été un plaisir, comme toujours. Et on a hâte d'en découvrir davantage. Merci beaucoup, Josée, de m'avoir invitée. La femme délaissa les légumes, s'essuya les mains sur son tablier avant de pivoter sur ses talons. « En tout cas, je sais de quoi je parle, » se défendit-elle, évitant le regard noir de Gérald posé sur elle. « À la dernière réunion des suffragettes, j'ai entendu des femmes parler de leur situation, des mères qui n'ont pas assez d'argent pour payer du lait à leurs enfants. Elles ont mentionné le travail éreintant de leurs hommes sur les chantiers pour construire des routes, ou encore dans les usines, où l'air est quasiment irrespirable, tellement il est plein de poussière. Sans parler des femmes qui n'ont pas encore le droit de se partir un commerce, de signer des chèques ou de posséder un crédit à la banque sans le consentement de leur mari. » La jeune femme s'enflammait, comme toutes les fois où les droits des femmes et des enfants étaient bafoués, voire ignorés. Malgré les manifestations répétées, les demandes incessantes et les multiples projets de loi présentés tant au niveau provincial que fédéral, les choses ne changeaient pas. Fenêtre sur la cause aujourd'hui, toujours en compagnie de Lucille Denis. Bonjour Lucille. Bonjour Josée. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose mes incontournables comme orthopédagogue. J'ai eu des coups de cœur que je lis à chaque fois à mes élèves, alors je veux les partager. Premièrement, c'est la collection
motifs. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a 5, 6, si mes souvenirs sont bons. Mais mon préféré, c'est Une cachette pour les bobettes. J'adore ce livre-là. Je l'ai lu à des premières années, à des deuxièmes années, à des cinquièmes années. À chaque fois, c'est un plaisir pour moi, puis un plaisir pour les enfants. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un petit garçon, Jacob, qui arrive à l'école, mais une de ses bobettes est coincée dans son pantalon. Fait que là, il essaye de s'en débarrasser. Fait que c'est toutes sortes de péripéties qui arrivent à cette bobette-là. Et ce que j'aime, il y a un réel travail au niveau de l'illustration, puisque chaque personnage, en fait, c'est une histoire vue par 4 personnages différents, et chacun des personnages a une couleur. Fait que je trouve que c'est un travail excellent au niveau de la narration, au niveau de faire des déductions avec les enfants. À un moment donné, moi, je leur demandais de faire le parcours de la bobette dans la journée, etc. Fait que c'est vraiment un réel travail. Puis c'est drôle. Vraiment, très, très drôle. Millie Rose, pareil, c'est pour faire travailler aussi les déductions. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une clé et qui cherche à quoi peut servir cette clé-là, puis elle rencontre toutes sortes de personnages. Après ça, vous avez, pour les plus grands, les albums de Chris Van Allsburg. Ça, c'est mon préféré. C'est celui aussi qui a écrit Jumanji. On a l'adaptation en film, fait qu'on peut faire un lien très facile. Ça, c'est un album sans texte. La préface raconte que M. Harris Burdick présente des images avec un titre et une phrase à une maison d'édition et il dit « Si ça vous plaît, le lendemain, je reviens. » Mais il ne revient jamais. Fait que c'est comme tout un mystère. Fait qu'en classe, on peut travailler ça, faire un texte, mais à la maison, on peut en parler, voir les petits détails, etc. Puis Une figue de rêve, donc c'est le même auteur. On voit un petit peu la touche d'illustration. Puis c'est un dentiste qui a 2 figues qui réalisent des rêves. Donc, il souhaite quelque chose. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment un très bon livre. Puis pour les plus grands aussi, c'est très intéressant. Mes 5e années ont vraiment beaucoup aimé ça. Après ça, bon, Yacouba de Thierry Dedieu. Thierry Dedieu vient du monde de la publicité et maintenant il écrit des albums jeunesse. Ça, c'est une trilogie. Je l'ai lu avec mes 6e années. Ils ont juste vraiment hâte que je lise la suite. Ils ont adoré. C'est un personnage, donc Yacouba, qui est face à un dilemme. Puis il doit prendre une décision. Fait que quand on a travaillé ça avec mes 6e années, ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Fidèles éléphants, bon, moi j'aime beaucoup, il y a un intérêt pour la Première et Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est un point de vue différent. Tu as l'air de le connaître, hein? Oui, c'est un album magnifique. Magnifique. Très touchant, mais vraiment... Exactement. Puis c'est un autre point de vue, le point de vue du Japon, dans un zoo, comment sauver des éléphants pendant la Seconde Guerre mondiale. Très touchant, comme tu dis, puis au niveau du dessin aussi, super oui, les beau. illustrations sont vraiment, vraiment magnifiques. Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Marc. Bonjour José. J'ai préparé quelque chose de bien spécial. Ah oui? C'était un de mes coups de cœur depuis un bon petit moment. Il a gagné plusieurs prix en 2012. Et puis, c'est un livre de Mario Brassard, La saison des pluies. C'est un livre très particulier. Pourquoi? Pourquoi? Ben, il fait appel à les émotions d'un jeune face à un deuil qu'il doit faire. Évidemment. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que Mario Brassard a été très reconnu comme étant un grand poète et tout ça. Puis bon, il a gagné plusieurs prix aussi sur plusieurs recueils de poèmes, de poésie. Et puis, quand il s'est lancé dans la littérature jeunesse, il a utilisé encore son petit côté, son petit rendu un peu poétique pour pouvoir nous expliquer tout ça. Ce qui a un peu le deuil, bon, on peut sembler croire difficile, mais en même temps avec une touche d'humour. Ça adoucit. Attention, ça adoucit. Ça ne nous empêche pas d'avoir des grandes émotions parce que c'est un livre qui est fait évidemment pour ça, parce que tout est présenté selon l'œil de cet enfant qui est Junior. D'accord. Je t'en fais une petite lecture? Oh, j'aime tellement ça quand tu me lis des histoires. C'est vrai, ça? Ah, beaucoup, beaucoup. La pluie ne tombe plus depuis quelques heures, comme si les nuages regrettaient ce qui s'est passé. Moi aussi, je le regrette. C'est un peu de ma faute. Ce matin, pour lui jouer un tour, j'avais caché ses clés. Je riais dans ma barbe, il cherchait dans ses poches de manteau, dans les poches de son autre manteau, dans le vieux sac à main de maman, derrière la boîte de céréales, partout. Il a même regardé dans son bol au cas où. C'est lorsqu'il a fouillé dans mes yeux qu'il a tout compris.
« Junior, je n'ai pas le temps de jouer. » Je lui ai donné les clés et il est parti comme un voleur d'auto, sans même me dire au revoir. J'aurais dû refuser de lui donner ses clés et partir en courant. J'aurais dû courir. Courir comme je n'ai jamais couru de toute ma vie. Courir plus vite encore, pour arriver avant que la fin du monde ne commence. J'aurais dû lancer ses clés de toutes mes forces dans le précipice. Si papa était là pour fouiller dans mes yeux ce matin, il ne trouverait que des larmes. J'ai pleuré une bonne partie de la nuit. J'ai rempli tout un oreiller. Maman l'a suspendu dehors pour le faire sécher. On dirait un nuage dans un mauvais film. À la fin, papa meurt tout le temps. Et ne t'en fais pas, cette histoire finit plutôt bien. Ah oui? Oui. En fait, elle finit sur une autre note. Oui. Et l'accomplissement d'un deuil. Il faut jamais oublier ça. Eh bien, merci. J'ai hâte de lire la suite. Est-ce que c'est toi qui vas me la lire? Je pourrais bien. OK. Merci, Jean-Marc. Merci, José. En tant que mère de famille, on veut tous le succès de nos enfants et on sait que c'est prouvé, les spécialistes le disent, plus qu'on met des livres dans les mains des jeunes très tôt, plus qu'on les initie à la lecture tôt, bien, moins qu'il y a de décrochage scolaire, plus qu'ils ont de la facilité également avec l'orthographe. Alors, comme on veut tout le succès de nos enfants, bien évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, en tant qu'engagement politique, bien... c'est au cœur des préoccupations de mon parti politique. François Legault, mon chef, en a parlé depuis la création de la Coalition Avenir Québec. Ça a toujours été dans les priorités, dans la priorité, des 2 premières priorités de notre plateforme électorale et ça le demeure encore. Alors, évidemment, je pense que pour avoir un Québec fort, ça passe par l'éducation des enfants. Alors, c'est pour ça qu'en 2015, d'ailleurs, j'ai déployé à travers toute la région, la grande région de Saint-Hyacinthe, 25 croque-livres dans lesquels il y a 3000 livres environ, où est-ce que les jeunes peuvent aller les chercher, moins de contraintes qu'aller à la bibliothèque, par exemple. Et puis, c'est dans des endroits où est-ce que les jeunes vont également très souvent, très accessibles. Alors, oui, c'est très important pour moi, la lecture. Nous retrouvons Charles Prémont. Bonjour Charles. Allô. De quoi on parle à l'état des lieux aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler du rôle des municipalités envers la lecture. Dans le fond, quand on parle de littératie, de compétences en lecture, je pense que naturellement, on pense beaucoup au gouvernement provincial, qui est responsable avec le ministère de l'Éducation, donc Absolument. responsabilité de l'Éducation, responsabilité de la Culture avec le ministère de la Culture. Mais les villes, comme gouvernement de proximité, ont aussi un grand rôle à jouer, dans le fond, dans la promotion de la littératie. Parce que les villes sont responsables des bibliothèques, c'est des interlocuteurs privilégiés des commissions scolaires, c'est aussi des interlocuteurs de tout le réseau communautaire qui les entoure. Puis, en fait, dans le fond, on voit que la ville, c'est un peu un élément fédérateur de toutes ces forces-là. Il y a une ville qui l'a bien compris, ça, c'est la ville de Longueuil. En 2005, la ville de Longueuil, c'est devenu une ville lecture. C'est quoi une ville lecture? Bien, c'est ça, c'est la ville lecture. La ville s'est dotée d'une charte de lecture, je pense qu'ils ont appelé ça, qui, dans le fond, définit certains objectifs pour promouvoir la lecture sur leur territoire auprès de leurs concitoyens. Puis en 2013, ils ont même mis en place un plan d'action qui faisait en sorte qu'il y avait des objectifs très précis qui devaient être accomplis par différents acteurs au cours des prochaines années. Puis je trouvais ça intéressant parce que ce plan d'action-là rassemblait une trentaine de différents acteurs institutionnels, du milieu communautaire, du milieu économique, différents. Donc, tu sais, c'était une belle vraiment... concertation. Oui, c'était fédérateur. Puis, moi, comme tu le sais, je suis l'instigateur de la journée Lire pour réussir Oui, absolument. avec l'INEC. Je suis contente que tu en parles. Puis, Bravo. Merci. Et puis, cette journée-là, quand on a fini notre première journée, c'était un des grands constats qui est sorti, c'est que, dans le fond,
fond, il y a plusieurs personnes, plusieurs, sphères d'activité qui s'intéressent à la littératie, mais c'est difficile de les rassembler. Ils n'ont pas de lieu où se rassembler. Puis dans le fond, les bibliothèques seraient un excellent lieu pour rassembler toutes ces forces-là. Puis ça, bien, c'est quelque chose que les villes peuvent faire. Les villes sont au courant des besoins de leur territoire. Ils connaissent un peu tout le monde, sont obligés de connaître leur ville, dans le fond. Besoins qui sont différents d'un secteur à l'autre, d'un endroit à l'autre. Exactement, d'une ville à l'autre, ça va changer. Donc, les villes ont une responsabilité envers la littératie et j'espère qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont s'inspirer de ce que la ville de Longueuil a fait. C'est à souhaiter. Merci pour cette belle collaboration. Ces chroniques état des lieux très éclairantes. Bien, merci beaucoup, Josée. Au Club de lecture, je retrouve mes 4 invités, Marie-Claude, Christine, Michel et Denise. Bien, c'est Josée qui va nous présenter son livre, sa lecture. Alors, Josée, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine? Bien, moi, je vais vous parler d'Un outrage mortel de Louise Penny, qui nous revient avec un 12e volume. Alors, c'est la série Armand Gamache Enquête. Et Armand Gamache, c'est le directeur de la Sûreté du Québec, le commandant, qui va toujours être appelé à aller enquêter dans un petit village des cantons de l'Est. D'ailleurs, l'auteur Louise Penny habite les cantons de l'Est. Et ça se passe toujours à Three Pines, 3 pins. Et c'est un endroit particulier parce que ça n'existe pas. C'est un village qui n'existe pas, ni en réalité, ni sur les cartes. C'est une petite communauté de personnages, tous plus colorés que les uns que les autres. Il y a Myrna, qui est une ancienne psychologue qui s'est transformée en libraire. Il y a Gabri et Olivier qui tiennent un gîte et un restaurant, une auberge. Il y a Ruth, qui est une vieille poétesse, un petit peu particulière, très originale. Il y a Clara, qui est artiste peintre. Et Armand Gamache, c'est un homme intègre, fondamentalement bon et qui a à cœur de bien diriger son monde. Et là, il va être appelé à aller faire du ménage dans l'école de police. Parce que, par les années passées, il y a eu des gens en place qui ont abusé du système, qui ont mis en place des valeurs et des façons de faire et d'enseigner au corps policier. Et là, il y a des fantômes du passé qui vont ressurgir. Et il y a un des professeurs qui va être retrouvé mort. Et là, l'enquête va partir. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui va devoir venir, bien sûr, superviser tout ça. Et les soupçons vont se porter sur Armand Gamache. Lui-même. Lui-même. Il avait même sorti quelqu'un de sa retraite également. Absolument. Qui n'était pas un ange lui-même. Tout à fait. Il est allé chercher Brébeuf, un ancien collègue, un ancien ami d'enfance. Dans sa Gaspésie. L'intrigue qui commence par une carte que les propriétaires du gîte ont trouvée dans un mur en faisant de la rénovation, qui s'avère être une drôle de carte géographique. Il y a un bonhomme de neige, il y a une pyramide là-dessus. Alors Armand Gamache décide de donner cette carte-là à ses étudiants comme projet d'enquête. Oui. Et parmi ces 4 étudiants-là, bien, il y a la fameuse jeune fille dont on n'est pas trop certaine, Amélia, si elle a des liens avec Gamache ou pas. Mais gardez à vue les gens qui suspectaient aussi pour être sûr qu'ils gardent un certain contrôle sur ce qui se passerait aussi. Absolument. Garde ses C'est amis. comme ça devient l'intérêt de tout le petit village. Tous les personnages là, sont intrigués par la carte et puis on dirait que chacun veut mettre son petit, pas son grain de sel, mais tu sais, il va de ses suppositions. Bien, ils s'impliquent tous, en fait, c'est ça. Ils s'impliquent tous dans l'enquête, puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aime beaucoup l'atmosphère qu'elle crée, dans son petit village avec ses personnages. Ça donne... c'est très imagé. On veut tous que ça existe, ce petit village-là. On voudrait tous aller dans le petit café. On veut tous aller les rencontrer. Ils sont savoureux. C'est peut-être un que j'ai un petit peu moins apprécié que ces autres. Moi, je sais pas, l'intrigue me parlait un petit peu moins. Je suspecte qu'elle veut nous faire aimer le Québec et l'hiver. Une nordicité, hein? On soupçonne qu'elle veut aussi, là. Village, puis c'est bucolique, comme endroit. Oui, totalement. Il y a la vieille poète.
pourrais imaginer le village de Knowlton. Ben, tu penses que c'est là ouais. qu'elle vit d'ailleurs? Mais- Ben, Ouais. c'est toi, Ouais. Nortec, là? Ah, c'est dans ce coin-là. Peut-être Ça. Knowlton. Ou à Knowlton, je pense que c'est une librairie qui est là, qui a un coin Louise Penny, si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire de fausseté, mais OK. c'est un coin où on l'apprécie beaucoup, bien sûr. Puis on sent une belle complicité dans le village. Parmi la communauté, on sent Ouais. que c'est du monde tissé serré. D'ailleurs, Oui. on découvre aussi grâce à cette carte, qui est une carte topographique, on découvre l'histoire de Three Pines. On remonte jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça aussi, c'est intéressant par le biais de ce roman policier. Je vous le recommande. Puis tu peux lire les 11 premiers. Ouais, tu vas aimer ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour l'invitation.